Bonjour à tous. Donc, je vous propose de traverser l'Atlantique pour essayer de découvrir une région du Brésil qui s'appelle le Pantanal. Donc, cette région du Pantanal est vraiment renommée actuellement pour sa biodiversité, surtout au niveau animal. Donc, elle abriterait 650 espèces d'oiseaux. Alors, je vous passe les plus ou moins 10. 325 espèces de poissons, 53 amphibiens, 150 espèces de mammifères. Et actuellement, c'est une des régions du globe où on peut observer le plus facilement le plus grand des félins d'Amérique, qui est le jaguar. Donc effectivement, sa particularité est surtout connue de tous les naturalistes qui viennent observer, comme vous l'avez sur la première diapo, là, aussi bien les jaguars, qui est quand même l'animal roi en Amérique du Sud, les petits kébiaïs, le grand tamanoir que vous avez en bas, qui est une bête qui peut faire jusqu'à 1,80 m de long, avec une queue qui représente la moitié de son corps à peu près, et puis bien sûr toutes les loutres géantes d'Amazonie. Donc, le Pantanal, c'est une région d'une surface estimée à 210 000 km², qui est constituée donc par un plateau de très basse altitude, dont 80% à peu près se trouvent sur le centre-ouest du Brésil, comme vous avez ici sur la photo, donc qui se trouve sous toute la région amazonienne, donc au sud de la région amazonienne. Et vous avez une petite partie aussi en Bolivie et une toute petite partie au Paraguay. Donc, ce qui fait aussi sa spécificité, c'est qu'on peut dire que cette région humide, qui est considérée comme la plus grande zone humide de la planète, dixit les Brésiliens, est vraiment coincée entre trois grands biomes d'Amérique du Sud. La forêt amazonienne, qui est représentée ici en A sur la petite carte que vous avez sur votre droite, le Cerrado, et puis après le Chaco, qui est en fait un biome avec des forêts sèches bois dur. Donc, on est plutôt, à part sur l'Amazonie, entre le Cerrado et le Chaco, plutôt sur des savanes et des forêts sèches. Et donc là, on a une spécificité avec une grande zone humide. Cette zone humide est alimentée par un réseau extrêmement important et surtout par le bassin, c'est ce que vous avez en haut à droite, le bassin supérieur de la rivière Paraguay. Donc, qui part vraiment du nord de l'Amérique du Sud et qui va redescendre jusqu'en Argentine. Et vous voyez effectivement qu'on a un réseau hydrographique extrêmement important autour de ce bassin supérieur du Paraguay, avec des grandes rivières, donc le Jéru, la rivière, le Rio Cuyaba, le Rio Negro, donc un certain nombre de rivières qui alimentent ce plateau, donc là où on a une zone relativement plate. Je vous l'ai dit, c'est une réserve, c'est une zone de très très grande biodiversité. Et pour montrer en fait que cette biodiversité est reconnue, je vous ai positionné ici l'ensemble des différents parcs, donc de la localisation des parcs nationaux et des réserves privées dans toute cette zone du Pantanal. Vous voyez qu'on a quand même un très grand nombre de réserves, et ce qui est important de noter, c'est qu'on a aussi un très grand nombre de réserves privées. Donc, les grands propriétaires qui, en fait, essayent de garder et de conserver une part primitive, en fait, de cette zone du Pantanal. En 2020, la région a fait la une de l'actualité, surtout au mois de juillet, avec l'annonce d'un certain nombre d'incendies qui, normalement, étaient plutôt localisés les autres années sur le Cerrado, donc les régions qui sont au pourtour du Pantanal, et qui, cette année, pour une raison donc, de sécheresse, mais pas que, ont
ravagé en fait les pourtours de toute cette zone humide. Donc ça a fait l'objet d'un certain nombre de discussions houleuses entre l'ensemble des pays frontaliers du Brésil. Et surtout, ça a fait la une de l'actualité. Donc, ces problématiques d'incendie étaient bien sûr dues au problème du réchauffement climatique et puis de la très grande sécheresse qui a régné sur le Brésil, mais étaient aussi dues à une très forte contrainte agricole. Donc, il y a surtout sur le pourtour de cette zone humide du Pantanal une augmentation des niveaux de déforestation relativement importante qui est due à la politique agricole du Brésil qui en fait veut faire de l'agriculture, donc le gouvernement souhaite faire de l'agriculture brésilienne le premier centre d'exportation et de devises en fait de l'État. Donc, vous avez ici quelques images qui ont été prises sur les pourtours, donc avec des grandes plantations de teck. Vous avez en haut, à votre gauche, en bas, à droite, les grandes plantations de coton. Donc, vous voyez que ça s'étend quand même sur de très, très grandes zones. Et puis, des zones en bas à gauche qui viennent d'être déforestées pour en fait préparer l'agriculture ou les élevages, comme on va le voir dans 5 secondes. Vous avez sur la carte qui est en haut à droite un extrait d'une publication brésilienne qui vous montre le niveau de déforestation autour de la zone de Pantanal. Le petit point rouge, c'est la ville de Cuiabá, qui est en fait le centre culturel et administratif du Mato Grosso, et qui fait vraiment la frontière entre la zone amazonienne et puis le Pantanal, la région du Pantanal. Et ce que vous avez en grisé, c'est en fait par rapport à la carte de 1976, sur la carte de 2008, ce que vous avez en grisé, c'est toutes les zones qui sont passées en zone agricole, donc qui étaient plutôt des zones de cerrado, donc de savane arbustive ou de forêt sèche dans cette région, qui ont été entièrement déforestées. Donc les grands incendies qu'il y a eu cette année ont été quand même alimentés dans ces zones-là pour en fait préparer les brûlis et après préparer les grandes exploitations agricoles. Cette région aussi est une zone d'élevage en extension. Donc historiquement, ça a toujours été une zone d'élevage avec des conditions particulières et du bétail qui s'adaptait ou qui était adapté avec des hybrides entre les zébus et puis les vaches brahma qui étaient adaptés à un milieu très humide. Par contre, une fois qu'on a déforesté, on fait de la prairie artificielle et donc on a des zones d'élevage qui sont aussi en extension. Donc, si je continue cette fois-ci plus au niveau géographique, là, vous avez 3 cartes qui vous montrent effectivement la spécificité de cette zone du Pantanal. Donc, à gauche, vous avez la carte de relief, en bleu, les zones de basse altitude. Donc, vous voyez très bien qu'on a un très, très grand plateau autour du bassin fluvial du Paraguay. Et puis à côté, vous avez tous les grands plateaux de Cerrado, donc à partir de Cuiabá, Rondonópolis, et puis après sur la Bolivie et sur le Paraguay. Cette particularité fluviale se voit aussi sur la carte géologique que vous avez à droite, où effectivement vous avez en jaune pâle tous les alluvions, en fait, toute la géologie avec les débris alluvionnaires qui occupent une grande partie de la région. Donc, cette zone, vous avez vu qu'elle est entourée en fait par un certain nombre
massifs, de petits massifs montagneux. Elle est avec un niveau géographique, une élévation relativement faible. Et donc, on se retrouve avec un pays avec deux grandes zones climatiques, une période sèche entre avril et septembre. Et vous voyez que là, sur les trois cartes, par exemple, à Casares, Cuyaba et Corumba, vous avez exactement les mêmes profils de pluviométrie par année. Donc, avec une zone de saison sèche, on va dire entre avril et septembre, et une zone de très forte pluie à partir d'octobre-novembre jusqu'en février-mars. Donc, vous avez en fait une région qui subit une saison des pluies importante. Cette saison des pluies va aussi se répercuter sur les niveaux d'eau. Donc là, vous avez trois images du Rio Paraguay, donc qui est vraiment le bassin le plus important au niveau du Pantanal, avec, là, vous voyez sur les petits schémas, en fait, des niveaux et des débits du fleuve qui peuvent varier de façon importante. Donc, le Rio Paraguay, c'est quand même un fleuve qui peut faire quelques kilomètres de large, qui a un cours, par contre, très calme, qui a un très fort débit, mais avec un cours relativement calme, et qui change continuellement en cours d'année. À droite, vous avez une période plutôt au niveau de la saison sèche, où vous voyez tous les bancs de sable, et donc une profondeur qui par endroits peut être assez faible. Donc en fait, c'est un grand fleuve, mais qui n'est pas navigable sur toute sa longueur et surtout sur toute la partie de l'année. Cette zone a été quand même relativement isolée au niveau du Brésil, de par sa situation et sa configuration géographique. Donc, les premières contributions scientifiques, surtout en botanique, ont été menées dans le cadre de ce qu'on appelle la commission Rondeau, donc entre 1908 et 1923. Alors, Candido Rondeau, qui est une célébrité locale, même brésilienne, qu'on appelle en général Maréchal Rondeau, était un ingénieur militaire et un explorateur de toute cette région du Mato Grosso et de l'Amazonie occidentale. Il a dirigé, dans la période de la commission Rondeau, en fait, la construction de la ligne télégraphique qui a traversé tout le Pantanal pour rendre accessible, en fait, un certain nombre de sites. Et en parallèle de cette construction et de ces explorations, en fait, il a drainé, entraîné avec lui un certain nombre de scientifiques, dont deux botanistes, Alberto José de Sampaio, qui, à la fin de sa vie, était le chef du département botanique du Musée national brésilien, et puis Frederico Carlos N., qui, lui, était le directeur de l'Institut botanique de Sao Paulo. Et ces deux botanistes donc, ont commencé à défricher tous les inventaires, ont vraiment travaillé sur les plantes aquatiques que l'on avait dans cette zone du Pantanal. Donc, à gauche, vous avez une photographie ancienne de Rondeau, et à droite, vous avez les deux botanistes. Donc, le botaniste Wen, en général, a aussi beaucoup travaillé sur les orchidées de toute cette région du Mato Grosso et de l'Amazonie. Mais par la suite, il a fallu quand même attendre les années 1990 pour que deux botanistes de l'Université du Mato Grosso du Sud s'intéressent donc à la végétation et aux macrophytes du Pantanal. C'est eux qui ont mené les premiers inventaires, donc avec des publications entre 1994 et puis on va dire 1997. Et c'est eux qui ont dressé les premières checklists, donc les premières listes, on va dire presque complètes, de tous les macrophytes aquatiques du Pantanal, donc en publiant en particulier dans les revues brésiliennes.
ces différents inventaires ont abouti en 2000 à la parution d'un ouvrage que malheureusement on n'arrive plus beaucoup à trouver, qui est Plantas aquaticas do Pantanal, qui a été publié par l'entreprise d'État Embrapa, donc qui est une entreprise de recherche agricole relativement importante au Brésil. Donc cet ouvrage, il recense à peu près 180, 200 plantes avec des fiches qui sont quand même d'une grande aide pour la découverte botanique du Pantanal, parce qu'il faut avouer qu'en dehors des checklists, il y a très peu de choses en langue anglaise ou même espagnole, presque tout étant en portugais. Et il a fallu attendre la fin des années 2000 pour qu'on commence à voir dans les publications des classifications des habitats, et en particulier une relation entre cette classification des habitats qui est souvent avec des noms spécifiques portugais, donc une relation entre ces habitats et les grandes classifications internationales qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Donc, le Pantanal, en fait, c'est une grande zone humide et du coup, c'est une mosaïque de paysages en zone humide. Donc là, vous avez quelques exemples. Vous avez la carte, bon, déjà la carte de végétation. Donc, sur la carte de végétation, toutes les zones en jaune et en orange sont les zones agricoles. Donc, vous voyez très bien, si vous essayez de reprendre la carte qu'on vient de voir sur la déforestation, vous voyez effectivement l'emprise de ces zones agricoles sur toutes les zones qui entourent le Pantanal, donc la végétation humide. Et cette grande zone de Pantanal, eh bien, vous avez bien sûr les rives des rios, donc que vous avez en haut à droite, les savanes, alors plus ou moins inondées ou inondables, avec deux exemples en bas, et puis un certain nombre de petites mares qui sont permanentes ou non dans toute cette zone que l'on va retrouver ici dans les verts ou verts foncés. Ce qui veut dire qu'on a effectivement une évolution de la végétation depuis les grands plateaux du Cerrado, avec les savanes qui sont plutôt des savanes arborées, comme vous avez à gauche. Et puis après, on va retrouver toutes les zones humides. Donc là, vous voyez très bien sur la partie de droite, en fait, vous voyez bien un des grands rios, et puis après, toutes les zones, les pavés, la mosaïque de zones humides. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de se focaliser un petit peu sur ces zones humides et de regarder quelques espèces typiques de cette partie du Pantanal humide. Donc, ce qui, en particulier, les inventaires de POT ont montré qu'il y avait 2500 espèces de plantes, alors recensement approximatif, et 280 d'espèces de plantes aquatiques, avec des genres très bien représentés, qui sont Ludwigia, Bacopa, Utricularia, Nymphea ou Polygonum. On a aussi un certain pourcentage de poacées, de cyperacées et, comme on va le voir, de Pontederiacées. Donc, sur la photo ici, vous voyez déjà un aperçu de ce que l'on peut avoir au niveau des eaux calmes. Et vous voyez que là, vous avez déjà énormément d'espèces particulières, donc de petites espèces que l'on trouve dans cette zone et que je vous propose de regarder de façon plus particulière. Et ce que je vous propose, c'est de partir de l'eau libre et puis d'aller progressivement en fait vers les rives. Donc de partir des plantes flottantes, passant par les plantes immergées pour arriver aux plantes de berge. Donc au niveau des plantes flottantes, on va commencer par une fougère que vous connaissez tous, qui est Salvinia auriculata, et qui est souvent accompagnée par une petite hépatique que vous avez en plus clair,
qui est Rhiziocarpos natans, donc une petite hépatique flottante que l'on voit vraiment dans ces perches, enfin, perdues dans tous les salvinia. Au niveau des salvinia, il est sûr que je ne peux pas résister pour vous montrer l'aspect de surface de la feuille qui est responsable de la mouillabilité très particulière du salvinia, où en fait, vous avez des glandes avec des petits crochets à l'extrémité, donc qui en fait font qu'on a un angle de contact avec l'eau qui est typique d'une très faible mouillabilité. Donc là, c'est vraiment un cas assez particulier. Ce que vous voyez bien sur la gauche, où vous avez toutes les petites gouttelettes là qui restent accrochées sur la marge de la feuille. Une autre fougère, Zola, aussi, là, un mélange entre Azola, vous avez quelques petites lentilles d'eau perdues au milieu, l'hépatique, et puis après le salvinia. Ça vous montre vraiment là l'aspect de la végétation, donc dans les eaux très calmes, et en fait qui sont à la limite des eaux profondes. Dans cette zone-là, on trouve aussi des fougères aquatiques particulières qui sont Ceratopteris pteridoides. Donc, il y a deux espèces, une qui est beaucoup plus commune, qui est Thalictroides, et Pteritoides qui est beaucoup plus rare, et que vous repérez en fait à ces frondes, aux différentes frondes fertiles, donc qui sortent vraiment au-dessus du niveau de l'eau. Et après, vous avez d'autres petites plantes plus spécifiques du Brésil, comme Philanthus fluitans, qui là aussi est une plante entièrement flottante, non enracinée, qui maintenant appartient à la famille des Phylantacées, qui anciennement avait été positionnée dans les euphorbes. Donc, qui est une petite plante assez particulière. Les feuilles font des cupules qui leur assurent une grande flottabilité. Bien sûr, vous avez Pistia stratioides, famille des Aracées. Vous voyez qu'au niveau de la morphologie, c'est un petit peu similaire, c'est-à-dire une plante flottante avec un certain nombre de réseaux racinaires. Des feuilles qui sont très ruffeuses, et qui du coup, par la présence des glandes ou des poils de surface, vous montrent le même problème, ou le même phénomène de mouillabilité qu'on peut avoir sur Salvinia. Une autre petite plante dans ces eaux libres, mais eaux libres très calmes, le Limnobium laevigatum, donc de la famille des Hydrocaritacées. Et dans la même famille, vous avez Egeria, ici Egeria najas, qui se reconnaît par rapport à Egeria dansa sur une marge de feuilles qui est dentée. Donc, si on continue dans ces eaux calmes, donc en particulier pour tout ce qui va être des mares ou des bras de rivière en eau calme, vous avez Utricularia breviscapa, donc qui se reconnaît par les flotteurs en étoile au sein duquel vous avez la hampe florale, donc qui est une espèce, contrairement à d'autres espèces utriculaires, qui est très facilement reconnaissable. Et vous avez une autre utriculaire, Utricularia poconensis, qu'on ne trouve que dans le Pantanal, qui, elle, se reconnaît très facilement par sa morphologie florale, la couleur de la fleur qui est blanche avec un cœur jaune. C'est aussi une utriculaire 100% aquatique, mais qui là aussi est relativement reconnaissable
et qui en plus est très localisé uniquement dans le Pantanal de Poconès. Donc, si on se rapproche un petit peu des rives et qu'on arrive plutôt vers des plantes enracinées, on a un Ludwigia qui est là aussi assez facilement reconnaissable par sa rosette de feuilles, qui est Ludwigia celioides. Les Ludwigia sont très bien représentés, mais pas toujours très faciles à identifier. Celui-là, par contre, ne présente pas de problématique majeure. Vous en avez un deuxième qui lui aussi ne présente pas de problématique majeure d'identification, qui est Ludwigia helminthoryza, qui lui a une fleur blanche à cœur jaune et qui se reconnaît surtout par tous les appendices enflés sous les feuilles, qui là aussi sont des flotteurs. Par contre, c'est une plante qui est enracinée, mais qui se déploie en fait et qui peut finir uniquement en plante flottante. Je continue avec les plantes enracinées, donc dans des eaux qui font plutôt, on va dire, 20 cm. Vous avez là aussi une espèce qui est typique de l'Amérique du Sud, Cabomba furcata, la famille, comme son nom l'indique, des cabombacées, avec deux types de feuilles, des feuilles qui sont complètement immergées, très filiformes, que vous avez sur votre gauche, et puis des petites feuilles flottantes qu'on distingue sur la photographie du milieu, qui sont ici pour Cabomba furcata, très très linéaires. Donc, Cabomba furcata est rose. Il y a d'autres espèces qui ont des fleurs jaunes, mais qui sont moins présentes dans cette zone du Brésil. Un nymphoïdes, qui est jaune pour celui-ci, donc qui est là aussi assez spécifique à la région du Pantanal et du Brésil, qu'on n'a pas par exemple en Guyane. Nymphoïdes grayana, que là aussi, qui a des feuilles qui sont très similaires à celles des nymphéas ou des nénuphars, mais qui a des fleurs qui sont vraiment très différentes, qui sont très proches qui montrent qu'elles appartiennent à la famille des Ménignantacées. Décidément, j'ai des problèmes avec les noms. Ménignantacées. Donc, on se rapproche encore plus des rives. Ici, vous avez une fabacée, Neptunia oleracea, donc qui s'appelle aussi Neptunia prostata, et que là, on reconnaît avec ces tiges enflées, donc sur la partie finale de la plante, donc qui lui assure aussi une certaine flottabilité au niveau des berges. Donc, on voit que l'ensemble de ces plantes se sont quand même adaptées à la situation climatique assez particulière avec saison sèche et saison humide, et donc des niveaux d'eau qui peuvent varier de façon importante au niveau des rives. Alors, bien sûr, il y a deux fougères particulières. Là, je ne me hasarderai pas trop à les déterminer. Marsilea deflexa et Marsilea crotophora. La détermination se fait uniquement en observant le système de reproduction, donc pas toujours très facile. Et j'en arrive à une famille particulière très présente, les Pontederiacées. Donc, les Pontederiacées, on les trouve sur toutes les régions tropicales à température chaude sur l'ensemble de la planète. Il y avait un certain nombre de genres qui ont été définis, et des travaux récents, donc de 2018 de Pellegrini, ont proposé de réduire en fait le nombre de genres et d'inclure 3 genres dans un seul, qui est Pontederia.
Cette nouvelle classification, ben, on voit, a été adoptée en particulier pour TAC13 quand on fait l'inventaire sur les plantes guyanaises, où tout ce qui était en particulier Eschornia a donc été rebaptisé en Pontederia. Alors, vous allez voir qu'au Pantanal, c'est relativement riche. Bon, vous avez bien sûr Eschornia crassipes, Pontederia crassipes, donc on reconnaît avec le renflement au niveau des feuilles, qui est une plante flottante, qui forme de très très grands massifs, qui a une très belle fleur. Et puis vous avez une autre espèce qui était Eschornia azurea, donc Pontederia azurea, que vous avez ici donc, au niveau du Rio Mutum, qui a colonisé à peu près toute la zone, qui se reconnaît plutôt à la morphologie florale et au fait qu'on a des pétales qui sont fin brillés, donc très fins. Ce qu'il faut noter par contre, c'est qu'il peut y avoir d'énormes variations au niveau de la couleur de cette espèce. Donc, du coup, si on n'a pas la fleur, eh ben, au niveau uniquement des feuilles, ce n'est pas toujours très facile à identifier. Cette Pontederia azurea a aussi une spécificité, c'est qu'on a des feuilles immergées qui sont aussi relativement différentes, donc très allongées par rapport à celles que l'on voit en surface, qui sont un peu pelletées ou relativement plus ovales. Ces deux plantes, donc ces deux Eschornia, maintenant Pontederia, voisines, sur cette photo, vous avez vraiment la cohabitation des deux espèces. Donc, vous avez Eschornia crassipes en deuxième plan, Eschornia azurea en premier plan. Et après, lorsque vous retrouvez un petit peu d'eau libre, ben vous retrouvez Eschornia azurea en troisième plan et après encore Eschornia crassipes. Donc, vous avez ces deux espèces de façon très, très fréquente sur l'ensemble du Pantanal. Et vous avez d'autres espèces qui sont avec des fleurs beaucoup plus modestes. Donc, ici, vous avez Pontederia diversifolia, qu'on a aussi en Guyane et qui se reconnaît à son organisation des feuilles et de petites feuilles arrondies. Pontederia subovata. Donc, il a un pétiole et puis du micelle plus important, plus haut. Pontederia rotondifolia, qui fait de grandes avancées là où il y a un petit peu plus de courant, là sur le Rio Bento, avec une inflorescence qui est aussi relativement caractéristique, mais des fleurs qui peuvent aller du mauve pâle au blanc relativement plus pâle, enfin au rose très pâle. Et enfin, vous avez Pontederia parviflora, qui là se reconnaît par son inflorescence, la forme du limbe, et puis aussi par le milieu, qu'on va vraiment trouver dans les savanes plutôt inondées, comme vous le voyez ici sur la photo, et qui a une inflorescence très allongée, avec des fleurs qui sont, elles, entièrement blanches. Donc, les Pontederiaceae sont vraiment une famille majeure, extrêmement importante dans toute cette région du Pantanal et des zones humides. Donc, vous voyez qu'on continue la progression vers la rive et on arrive vers des zones qui sont plutôt émergées, donc avec Sagittaria guyanensis, donc une alismatacée, Justicia laevilinguis, donc acantacée,
qui là aussi est une plante spécifique des savanes inondées. Et puis une grande plante marantacée qui est Thalia juniculata, qui a une répartition sur toute la zone amazonienne, qu'on a aussi en Guyane, et qui occupe les bords les plus les moins soumis aux variations de niveau d'eau au niveau des rives, qui est quand même une grande plante qui peut faire jusqu'à 2 mètres de haut, très frêle. Et puis, bien sûr, vous avez sur ces berges un certain nombre de lianes ou d'arbustes plutôt lianescents, donc avec des apocinacées, ici un rabadénia, donc avec la fleur caractéristique des apocinacées, des convolvulacées, là aussi Hypomoea carnea, donc avec là aussi les caractéristiques des convolvulacées. Donc il y a énormément, au Brésil, en Guyane et sur tout le plateau des Guyanes, il y a énormément d'espèces et même de genres différents au niveau des convolvulacées qui ne sont pas toujours très faciles à déterminer et qui font l'objet en ce moment d'un certain nombre de révisions. Et puis vous avez une petite plante qu'on trouve aussi dans tout le bassin amazonien, qui là aussi est un arbuste lianescent, et la famille des Vitacées, qui est Cissus erosa, qu'on reconnaît vraiment bien à son inflorescence, rouge vif. Donc là, en général, on ne peut pas se tromper. Par contre, il y a une autre petite espèce qui a exactement la même morphologie en Guyane, qui, elle, a des tiges avec des petites épines. Et là, la confusion est assez fréquente. Donc, on continue au niveau des berges avec, comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal de cypéracées. Là, je vous ai juste mis un grand cypéracé qui est Cyperus giganteus, qu'on retrouve aussi dans tout le bassin méditerranéen, dans tout le bassin amazonien, que l'on a aussi en Guyane au niveau des rizières de Mana, et qui là est facilement reconnaissable parce qu'il ressemble vraiment à un papyrus. On retrouve donc des Ludwigia, mais avec des formes et des habitats complètement différents. Ici, vous avez un Ludwigia plutôt arbustif, Ludwigia tomentosa. Et puis, quand on continue, on arrive vraiment sur les fourrés. Donc, une fois qu'on a passé les zones qui sont vraiment inondables, eh bien, on arrive sur des fourrés ou sur des petits massifs arbustifs. Donc, avec une polygonacée qui, là aussi, est typique de l'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud, qui est Triplaris americana. Et vous avez aussi une autre famille typique de ces zones-là, qui est la famille des Chondretacées, où là, vous avez Chondretum lanceolatum. Cette espèce a une importance relative pour tout ce qui est fécondation, enfin, tout ce qui est alimentation des petits oiseaux, de tous les petits oiseaux qu'on a sur ces bords, parce qu'en fait, elle sécrète non pas du nectar, mais une espèce de gelée que vous pouvez voir en gouttelettes sur la droite ici, au niveau du réceptacle, qui en fait fait le bonheur d'un certain nombre de petits oiseaux qui sont plutôt des petits oiseaux nectarifères. C'est une très belle plante qui est souvent acclimatée dans les jardins avec une autre espèce qui est Combretum rotondifolium, qui elle a les étamines rouges vifs et puis des sépales également rouges vifs, et donc qu'on voit acclimater absolument partout dans les jardins en Amérique du Sud. Et je termine avec les zones de grands palmiers, qui sont Mauricia flexuosa, donc qui est un grand palmier qu'on trouve dans toutes les zones humides. Et donc, une fois qu'on a passé les rives, c'est vraiment un critère de reconnaissance aussi des milieux humides dans les savanes,
qui est un palmier spécifique aussi du plateau des Guyanes et de la zone amazonienne. Et c'est avec cette espèce que je vais terminer donc la description. Juste un petit schéma pour vous montrer que le job de botaniste au Pantanal n'est pas toujours très évident à cause de toutes les petites bestioles sympathiques que l'on trouve au bord de l'eau. Et c'est vrai que la recherche de mes chers utriculaires n'est pas toujours facile dans cette région. Là, c'était juste un petit clin d'œil au niveau du Rio Moutoum. Je vous remercie de votre attention.